Eh bien aujourd'hui, nous avons avec nous un ancien champion de France qui a eu une carrière assez longue et pourtant c'est un homme lui aussi très discret, comme Patrick Igoa que nous avons rencontré il y a peu de temps. Il s'agit de Thierry Espier. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour, bonjour. Thierry, tes débuts toi, c'est Coupe Kawasaki si ma mémoire est Ouais, bonne. 75, Coupe Kawa. Ouais. Quel âge avais-tu? Je sais plus, je suis né en 52, 75, 23 ans, quoi. 23 ans. Ouais. C'est vrai que c'est une époque où on ne pouvait pas commencer à courir à 14 ans ou à 12 ans ou à 13 ans, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, puis c'était les moyens financiers. Hein. Moi, Voilà. J'ai cherché, j'ai longtemps cherché ce que je pouvais faire parce que je voulais rouler vite, mais pas sur la route. Et en 72, je suis parti à l'armée. Et puis j'étais abonné aux journaux, donc je recevais ça, j'étais en Allemagne, et puis j'ai vu Coupe Kawa, je dis ça, il faut que je fasse ça, Tout le monde la même moto, les mêmes pneus, tout pareil, donc le meilleur est devant. Tu as fait ton service militaire dans les FFA ou ça à Baden-Baden? Non, à côté de Langen-Argen. D'accord. Alors ça Parce aussi... que je voulais pas être parachutiste, et je voulais pas aller en Allemagne. Je me suis retrouvé parachutiste en Allemagne, et on était 10 appelés. Et j'étais dedans. Alors ça, c'est là où, en fait, on vient de dire à l'instant que tu es d'une époque où on ne pouvait pas démarrer à 8-10 ans avec des écoles de pilotage et tout ça. Et c'est aussi une époque que tout le monde a oublié. Et nos jeunes auditeurs ne risquent pas de se douter de ça. C'était l'époque où, quand on avait 18 ou 20 ans, on vous réquisitionnait pour le service militaire, quoi. Ah oui, oui. Et donc ça repoussait d'autant l'entrée dans sinon la vie active, du moins la compétition. Oui, tout à fait. Et puis, je me suis lancé dans la Coupe Kawa, et puis j'ai dit, je vais faire aussi une école de pilotage. Et j'ai fait l'école de pilotage de la CO, au Mans. Avec Jean-Bertrand Bruno? Non, avec... Chemarin, déjà? Chemarin et De Broc. D'accord. Mes deux professeurs. C'était tes idoles à l'époque? Ils avaient un peu plus oui. de bouteilles que toi? Ah bah oui, eux, ils étaient déjà... Bien sûr. En endurance, ils avaient tout gagné, quasiment. Oui, quoi. C'est vrai. Et donc, j'ai gagné l'école de pilotage au Mans. D'accord. Et là, j'ai eu un coup de bol, mais un truc magistral, parce que je suis lauréat de cette école, et il y avait M. Birbeau, qui était directeur... un des directeurs de chez Motobécane qui était là. Dans le jury ou quoi? Non? Non, et parce que l'école de pilotage c'était fait avec des Motobécane 125. D'accord. Monsieur Birbeau était là, et il a dit à tout le monde, votre lauréat sera pilote d'usine l'année prochaine. Ah, bonne pêche, comme on dit, hein. Bonne pioche. Ouais. Donc j'ai fait Coupe Kawa, et j'ai redoublé la Coupe Kawa, et j'ai fait 125. Et comment tu as financé ta Coupe Kawa? En travaillant. Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais chez papa-maman, qui avait une blanchisserie. D'accord. Je faisais les livraisons avec un tube Citroën, et le vendredi soir, on vidait le tube et on vidait mettait le tube, les motos dedans. On mettait la moto d'un copain, Didier Snow, et les deux Kawa, les deux matelas par-dessus, on dormait, et puis mon frère et un copain conduisaient le camion. Ton frère Yves, qui t'a accompagné longtemps. Tout le temps. Comme chauffeur, mécanicien, nounou, il est plus âgé que toi? Ouais, il a 3 ans de plus, mais surtout mécanicien. C'est un mécanicien de génie, quoi. D'accord, oui, je me souviens, mais on va en parler dans 3 minutes. Hein. Et donc, tu démarres, quand tu dis pilote officiel Motobécane, c'était au début des toutes premières 125 qu'ils essayaient de préparer pour la vitesse. C'était pas encore la bicylindre de Bidalo. Non. Donc je me suis retrouvé invité chez Motobécane pour régler le sélecteur, la pédale de frein, tout ça. Et j'ai fait connaissance de Jean Bidalo. Et puis, tout le monde m'a regardé un peu avec des yeux... qui c'est celui-là? Pourquoi il est là? Pourquoi lui? Oui. Donc... Et puis on est parti, donc il y avait Michel Baloche qui était le pilote officiel Motobécane, qui lui était inter, et donc moi j'étais en national, et mon job c'était de ramener le titre national, quoi. Ce que tu as fait? Oui. Et enfin, en fin de saison, moi j'ai commencé, et puis avec la 125 S, c'est-à-dire un refroidissement à air. Et Michel Baloche avait ce qu'ils appellent l'AC avec refroidissement liquide, quoi. Alors, ça peut paraître... J'ai un souvenir, le modèle de route dont c'était dérivé, c'était la LT3. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la S, c'était dérivé de la LT3. La LT3, voilà. On est d'accord. Ouais.
Et au même moment, Motobécane décide de financer Bidalo, de soutenir Bidalo pour créer une vraie 125 de Grand Prix. Donc moi je suis champion de France, en fin de saison Michel Baloche est champion de France Inter, moi champion de France 125 national, et j'ai joué la carte Motobécane, et parce qu'il y a eu concordance de date en 125 et Coupe Kawa, donc il y avait une Coupe Kawa à Dijon que j'ai pas faite, et je perds la coupe pour 3 points. Voilà, mais tu gagnes un guidon officiel chez Motobécane. Voilà. Bah, c'était déjà bien calculé de ta part. J'ai toujours calculé j'ai toujours assez réfléchi, peut-être de trop même par moment. Et voir ce que j'ai fait le trophée AGV parce que Christian Leliart, qui était mon adversaire direct, était GPA. Donc moi j'ai fait le trophée AGV, j'ai gagné le trophée AGV, j'ai gagné une TZ. Et tout ça, je regardais un peu. Je me suis jamais lancé sans regarder un peu où j'allais, quoi. Voilà. Tu avais déjà une réputation d'être un pilote, entre guillemets, un peu sage, non? Oui, trop sage. Trop sage, oui. Mais justement, cette espèce de sagesse et de réserve, j'y vois un lien avec le fait que pendant longtemps, tu étais aussi un pilote sous-estimé. Parce que j'ai jamais su me vendre, donc c'est un peu mon problème, oui, quoi. Je me suis pas mis en avant. Il fallait se trouver des sponsors, ses propres soutiens et ainsi de suite. Tout à fait, oui. Mais alors, à quel moment, parce que normalement c'est Michel Baloche qui aurait dû conduire la 125 Motobécane de Grand Prix. À quel moment le switch se fait? On a roulé tous les deux avec au Grand Prix. La première 125 de Bidalo. Oui, on a fait le Grand Prix Salzbourg, Michel et moi, on était en avant-dernière ligne ou dernière ligne d'ailleurs. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Et après Michel a été un peu mis de côté, quoi. D'accord, et c'est toi qui es devenu le pilote Motobécane. Oui. Et j'essaye de le resituer dans le temps, puisque c'est c'était 78. Fin 77. Fin 77, c'est ça. C'est ça. Et 78, je me suis retrouvé seul, quoi. Et tu es champion de France aussi avec la 125 Motobécane. Et donc les Grands Prix démarrent en 79. Il y a peut-être un ou deux Grands Prix en 78. 78, un ou deux on a fait. Voilà. Mais pour avoir des engagements en Grand Prix à l'époque, il fallait avoir un titre de champion de France, c'est clair. Même avec le soutien d'une usine comme Motobécane. Et début de saison 78, ça se passe bien. 79. Pardon, 79. Malheureusement, tu te blesses à mi-saison. Oui, 79, on part au Venezuela, le premier Grand Prix au Venezuela. Et j'étais dans la roue de Lazzarini, et puis une durée d'eau qui s'est envolée. Qui s'est déboîtée. Et donc, j'ai pas fini la course, quoi. Et le Grand Prix d'après, Espagne, je fais podium. Alors, c'est aussi bizarre, parce que je suis arrivé, Thierry Espier, il sort de la Coupe Kawa. Personne ne sait qui c'est. Et il fait podium avec une moto, comme ça, donc la moto d'être championne du monde, parce que l'autre, il sort de nulle part. Donc, en fait, personne n'a cru en moi. Il n'y en a qu'un qui a cru en moi, c'est Bidalo. C'est ça. Alors, on le saura, mais on a su par la suite que tu as tout de suite et très vite eu une grande sensibilité pour tes machines, que tu as été un très bon metteur au point. Et personne ne s'en doutait à l'époque. Ça faisait aussi partie de ce que tu dis là, cette espèce de sous-estimation, non seulement de ta capacité à aller vite, mais de ta capacité à régler tes motos. Ça vient de mon frère. C'est mon frère qui m'a... Parce que quand on a commencé la compétition, il était là, lui à la mécanique. Il connaissait un peu la mécanique, mais pas trop, quoi. Donc on a évolué ensemble, autant sur la mécanique. On a passé la première année, on a passé 8 jours à Lédenon. J'étais tout seul à rouler pendant 8 jours. Il n'a jamais roulé, ton frère? Non. Et il a réussi à te communiquer cette science du réglage et tout ça? Moi, il me disait qu'est-ce qui se passe? Enfin, on faisait des réglages. J'allais. Qu'est-ce qui est la différence avant, après? Et lui, il notait tout ça dans sa tête, et il sur des bouquins. À t'analyser en quelque sorte. Oui. Alors c'était des questions à n'en plus finir, quoi. Et donc, pendant 8 jours, à l'époque, il y avait un kit Gertner pour la Coupe Kawasaki, donc on a essayé les aiguilles, les puits d'aiguilles, les ressorts, les boisseaux, tout ça, on n'y connaissait rien, quoi. Et puis, j'ai développé cette sensibilité, quoi.
En plus, no stress, quoi. J'étais tout seul sur la piste. Et avec ton frère, ouais, ça devait aider, ouais, quoi. ouais. Tout à fait. Donc j'ai commencé comme ça. Au niveau suspension, on a changé les ressorts, tout ça, l'huile, et on a appris autant l'un que l'autre, quoi. Mais Bidalo, que nous avons interviewé, et donc qui est aussi, qu'on peut voir cette interview aussi sur Bike 70, nous a dit tout de suite, il a compris que tu avais une grande sensibilité, une grande capacité de compréhension de tes motos. Mm-hmm. Et effectivement, tu nous le confirmes, il était le seul à le croire à l'époque. Ouais. Mais il y a toujours eu aussi beaucoup de jalousie dans le milieu de la course. C'est-à-dire qu'un inconnu, entre guillemets, puisse avoir le soutien d'une usine, ça a suscité quelques envies, non? Je sais pas, moi je m'occupais pas de tout ça. Ouais. Tout ce qui était politique, tout ça, moi ça me passait au-dessus de la tête. Moi j'étais là pour me faire plaisir. Je voulais pas en faire mon métier, c'était là, je voulais me faire plaisir, quoi. Donc après tout ce qui était aux alentours, ça m'intéressait pas, quoi. Voilà. Alors je le disais il y a une minute, il y a quand même à mi-saison 79, tu te blesses, et là tu perds le reste de la saison. Ça a dû être une grande frustration. Oui et non, oui, parce que bon, je me blesse à la Seine. Enfin bon. Et puis je suis remplacé. Pendant ce temps-là, ils ont bossé un peu sur la moto. Et puis je suis remplacé par Guy Bertin qui gagne au Mans, quoi. Ouais. Donc alors après ils gagne en Tchécoslovaquie puis au Mans. Donc s'il y avait un choix à faire, c'était normal que ce soit lui, plus léger que moi, et puis il avait gagné 2 courses, donc voilà, quoi. Mais c'était un peu frustrant d'être sur la touche à cause. En plus, ta chute à Assen, c'était pas une panne mécanique? Non, non, c'est pas mécanique. C'est à l'époque, on n'était pas bien en suspension et j'avais demandé plus dur à l'arrière et ils n'ont pas fait. Puis ça a talonné et puis hop, youpi, loupa. Ouais, ben non, mais c'est quand même ce que je veux dire. Ouais, c'est pas une panne mécanique, c'est pas une stricto sensu, mais c'était une moto dans sa période de mise au point, dans sa période de réglage. Donc de toute façon, t'étais un défricheur. Oui. C'est un peu ça que t'as payé. Oui, mais bon, c'était ça ou faire quoi? Oui, tout à fait. Moi, ça m'a permis d'évoluer. Après, il y a eu l'époque Pernod, donc je suis rentré chez Pernod. J'ai acheté une bimota à Guy Bertin d'ailleurs, et une à l'ancienne de Michel, à Rougerie. Et puis là, je fais 5 au championnat du monde, quoi. Voilà, en privé, avec ton frère. Voilà, tout à fait. Des petits privés. Et pourtant, même encore à ce moment-là, il y a des gens qui doutent de ton talent et qui te sous-estiment, sauf un, qui te remarque. Bon, bien sûr, Bidalo, qui a compris, puisqu'il va te réintégrer à l'écurie Pernod, mais il y en a un autre aussi, Alain c'est Chevalier. Alain Chevalier. Oui. Chevalier, grand monsieur. Qui dit d'ailleurs qu'il t'a remarqué dès 78, et qui se souvient de toi, et que il s'est dit, mais celui-là, personne n'en parle, il ne la ramène pas, mais quand je discute technique avec lui, il parle bien de ses machines, quoi. Moi, la première fois que j'ai vraiment rencontré Alain, il est venu nous voir, c'était en Yougoslavie, la première année de Rijeka. Avec la moto bécane, je fais la pole, j'aurais été en première ligne en 2,5. J'avais fait à 1 centième près. Ah oui, je me souviens de l'anecdote. J'avais fait quasiment le même temps que Patrick Fernandez avec sa 2,5. Et tout le paddock dit, il y a une erreur de chrono. Voilà, exactement. Voilà. Donc Alain est venu et Jean Bidalo dit à Alain, non, le chrono on l'a fait, il est là et tout. Et là Alain, ça l'a, enfin pas perturbé, mais ça l'a interloqué, peut-être moi en tant que pilote, mais surtout au niveau de la moto. La largeur des pneus, tout un tas de trucs, quoi. Tu veux dire qu'il s'en est ensuite servi pour faire évoluer ses propres motos. Et puis il est allé te voir sur la piste à la séance d'essai suivante. Il est allé te voir à la course et il s'est dit, ça doit être vrai ce chrono. C'est pas, voilà. Et donc vous vous retrouvez quelques années après, après ton année sur la 250 Pernod, qui est pas facile non plus. En même temps, Alain m'a appelé. Pour donner un coup de main à Didier de Radiguez et pour le titre en 3,5. Oui, parce que j'ai retrouvé une photo où tu es officiel Pernod, mais la 250 Pernod qui a des problèmes de mise au point est indisponible pour une ou deux courses,
Et là, Alain te propose une 250, et d'ailleurs, tu montes sur la 250 d'Alain avec ta combinaison Pernod. Et c'est assez drôle parce ouais, que, mais bon, Pernod l'autorisait, ça. Tout à C'était fait. comme c'était la même écurie. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais, et puis Alain aussi, malin, t'essayes à bon compte, si je peux dire. oui, oui. Et tu t'entends très bien avec lui. Ah oui, non, c'est un mec fabuleux. Alain, il croyait au pilote. Donc, moi, Alain il me dit, s'il faut que je te mette la selle à l'envers pour que tu gagnes 5 dixièmes, il dit, il n'y a aucun souci, je te la mets à l'envers. Donc, il donnait confiance à ses pilotes. Complètement. Mais bon, moi aussi, tu vois, j'ai toujours, entre mon frère Bidalo qui me posait des tas de questions, le régime, le machin, la vitesse, quelle vitesse c'est, blablabla. Et moi, j'ai jamais dit, faites-moi un clic ou un clac. Moi, je dis, voilà, j'ai ça comme problème. Vous avez fait un réglage, maintenant ça va mieux là, ça va moins bien là. J'ai jamais dit, il faut me faire un clic ou un clac. Moi, j'ai toujours analysé ce que je ressentais. Voilà. Et puis, tu leur disais, on fait un réglage en plus ou un réglage en moins. Et je vois bien si je gagne du temps ou si j'en perds. Ouais, tout à fait. Ouais, moi, je faisais mon job de pilote, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressentais sur la moto. Alors, pardonne-moi de le dire comme ça, mais de nouveau, comme avec la 125 moto bécane, la 250 Pernod, c'est un autre qui va tirer les marrons du feu. En l'occurrence, la seule victoire de la Pernod, elle est faite par un autre, et pas toi. Juste devant moi. Non, mais, en plus. Oui, en plus. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Pourquoi tu ne continues pas avec la Pernod en 83 pourquoi tu te retrouves... Joker. Tu te disputes avec Bidalo, qu'est-ce qui se passe? Non, Joker. C'est-à-dire... Bon, alors, il faut que les gens qui nous regardent comprennent. Thierry passe beaucoup de temps à mettre la 250 Pernod au point, et en 83, au moment où elle commence à être gagnante, il n'en est plus pilote. Moi je peux le dire, présumer qu'il y a eu des manœuvres en sous-main d'un pilote qui avait envie d'avoir la moto à sa place. Joker, mon cher Thierry. Joker. Quoi qu'il en soit, on va quand même parler de cette anecdote. Le Grand Prix d'Angleterre à Silverstone en août 1983, une bagarre à 5 absolument phénoménale. D'ailleurs, sur les 5, il y avait 4 Français, sinon 5 Français. Il y avait donc Jacques Boll, il y avait Thierry Espier sur une Chevalier Yamaha, il y avait Patrick Fernandez. Il y avait Christian Sarron. Il y avait Christian Sarron. Et qui était le 5e? Martin Wimmer. Oui, Carlos Lavado qui fait 4. Carlos Lavado. Et voilà. 4, Et donc une bagarre infernale pendant une course entière. Les 5 motos soudées les unes aux autres, on ne sait pas qui va gagner. Et au dernier tour, qui rentre en tête dans le virage et qui est en tête? Racontez-moi, monsieur Thierry. Dernière courbe à gauche, bon, Jacques Boll était en tête et la moto, sa moto, elle marchait super bien. Et moi, la cassure à gauche, je la prenais à fond, la tête dans la bulle. Jacques sortait un peu le genou, machin, donc je colle et hop, je prends la spi. Et on arrive au freinage en haut et je dis, le premier qui freine, c'est un lâche. Je dis là, il faut que je gagne, quoi. Donc Jacques part sur l'intérieur, moi je commence à faire l'extérieur et je suis rentré dans le dernier droite, je suis rentré à fond alors que d'habitude j'avais déjà freiné. Et je me retrouve sur l'angle, je veux rentrer de 2 vitesses et moi j'avais le sélecteur à droite parce qu'avec mes accidents, ma cheville gauche ne marchait plus, donc j'avais le sélecteur à droite. Je rentre dans le virage à droite, je rentre 2 vitesses, bing bing, j'accélère et j'étais en 5 au lieu d'être en 4. Ah, parce que ton sélecteur avait buté contre la piste, je crois. C'est ça? Tu sais pas. Mais j'ai fait une petite erreur. Et au lieu de rentrer 2 vitesses, j'en rentre qu'une. Et au lieu d'être en 4, je suis en 5. Et la moto repart pas. Il manque un cheveu. Mais bon, je suis là pour en parler. Donc et Boll te coiffe au poteau. Et donc, c'est un peu comme la victoire, ce que je veux dire, la victoire de Bertin avec la moto bécane. De nouveau, cette moto, la Pernod avec laquelle t'en fais, on te souffle la victoire en Grand Prix sur cette machine. Mais bon, ensuite, tu continues pendant plusieurs années avec Alain Chevalier, qui continue à te fournir des motos, mais en même temps, c'est ton frère Yves qui continue à les préparer. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, tu as 2 super bons mentors mécaniques. Oui. On était 3 dans l'écurie. Il y avait Didier de Arléguez, Jean-François Baldé et moi. Voilà. Alors, moi j'étais un peu en dehors du truc. Les officiels, c'était
c'était Baldé et de Radiguez. Et moi, j'étais la pièce rajoutée, quoi. Tout à fait. Enfin, rajoutée, mais en même temps, je sais qu'Alain comptait souvent sur tes impressions et tes réglages pour améliorer les performances des deux autres aussi. Je sais pas, ça je sais pas. Moi je sais. Mais tant mieux, parce que bon, Alain, il a fait tellement de trucs pour moi que si je pouvais aider l'écurie à gagner, c'était bien. Tout à fait. Moi j'ai toujours eu cet esprit, j'étais pas individualiste en fait, et c'est peut-être un peu ce qui fait que j'ai pas réussi à être champion du monde, mais bon. Oui, parce que la moto est un sport très égoïste, très individualiste. Voilà. Tu ne peux pas partager. Moi, on m'a dit, t'étais pas un guerrier. Voilà. Non, je suis pas un guerrier. Non, je suis un gentil. J'ai envie de dire, tu étais un styliste. Et un styliste, parfois, ça manque effectivement de hargne. Ouais, mais on se refait pas, si on est comme ça. Tu as fait une brillante carrière. Tu n'as pas de victoire en Grand Prix, certes, mais un bon nombre de deuxième place, de troisième place. Et puis, comme tu le dis, ta meilleure place au champion du monde, c'est quand même 5e. 4e, en pilote privé, tout seul avec son frère, la petite camionnette et tout ça. En faisant cuire les nouilles le soir sur un but à gaz, on est d'accord. Non, mais c'est important à dire quand même. Ouais, mais moi avec chez Motobécane, je dormais sous la tente, sur le circuit sous la tente, parce que j'avais pas de moyens, j'étais pas payé, j'étais même à peine défrayé, quoi, et il fallait dormir sous la tente, je dormais sous la tente, et puis le matin à 8h, c'était les 125, il fallait y aller, même si on était un peu raide parce qu'il avait fait frais. Quelle passion dévorante. Mais moi c'était ma passion, c'était pas, je faisais pas ça pour gagner de l'argent Dans un sens, tu me fais un peu penser à Thierry Tchernin. Je dis bien d'une certaine manière. Pareil. Thierry m'avait dit un jour, tu sais, moi, la course, c'était le prétexte. Ça n'était pas le seul but. C'est-à-dire assouvir mon plaisir de piloter, mon plaisir d'être là, mon plaisir de découvrir un autre monde. Mais il disait un peu, enfin, vous étiez un peu dans cette forme de raisonnement. En même temps, je n'ai pas envie d'écraser tout le monde pour toujours tout gagner, quoi. Il pensait que c'était pas son but ultime. C'est un peu pareil pour toi, je crois. Ouais, parce que moi j'ai toujours été correct avec les autres. C'est une anecdote. À Hockenheim, on était en tête. Il y avait Mang et moi, et j'étais avec la Pernod, et la Pernod marchait bien. C'est cette course-là. Et si Mang gagnait la course, il était champion du monde. Et s'il ne gagnait pas la course, il n'était pas champion du monde. Et on m'a dit que, le stadium, tu connais le stadium de Hockenheim, quand je rentrais en tête... Silence de mort. Silence de mort. Et quand Mang était en tête, wouah. Tu l'entendais, le hurlement de la foule? Non. Voilà, j'étais un peu concentré quand même. Et puis, à un moment donné, sur le retour, avant de rentrer dans le stadium, j'étais sur la ligne blanche à gauche, à 2 cm de la ligne blanche. Mang prend l'aspi, se met à côté de moi, et là, il me met l'épaule contre la mienne, et il me pousse. Donc on a fait toute la ligne droite, comme ça. Aïe, et vite, en plus. Et j'ai dit là, je vais peut-être pas gagner la course, mais tu la gagneras pas non plus. Parce que le dernier freinage, je serai à l'intérieur, et de toute façon, on ira peut-être tous les deux dans l'herbe, mais tu gagneras pas. Et 2 ou 3 tours avant la fin, j'ai eu un problème électrique, le bouton de batterie qui s'est mis à merdouiller, ça a merdouillé, j'ai perdu le contact, j'ai perdu quelques places. Bon, je finis 3, quoi. Mais Mang, après la course, je parle pas l'allemand, il parle pas le français, mais il a compris ce que je lui ai dit. Puis la prochaine fois que je te vois à moins d'1 mètre de moi, quand je descends de la moto... On règle nos comptes. Parce que je peux te sortir quand je veux, où je veux. Mais j'ai pas envie d'avoir ta mort sur ma conscience. C'était pas ta façon de faire. Voilà. C'était pas ta façon de faire. Alors on continue un petit peu, et en 85, toujours avec Alain Chevalier, Alain se retrouve dans une année un peu de transition, mais il veut continuer à développer sa 500, et il fait appel à toi. Et tu montes en catégorie 500. Quel effet ça t'a fait de rouler en 500 après En fait, ça a été bizarre parce que ils avaient déjà développé la moto avec Didier de Radiguez. Et puis moi j'ai plus de sponsors, plus rien. Et puis Alain il me dit si tu veux, il y a la 500.
j'avais les billets pour aller en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. J'avais le frais de payer tout ça. Il me dit, si tu veux, tu prends la 500 et tu pars là-bas, quoi, avec la grand-mère. Et je vais là-bas et je fais 10e. À l'époque, ton premier Grand Prix 500, tu marques un point, c'est quand même extraordinaire. À l'époque, c'est un point. Voilà. Donc, surtout qu'il n'y a que les 10 premiers qui marquent. Oui, tout à fait. Donc, et puis, pas loin, on était un paquet on devait être 4 ou 5 roues dans roue, quoi. Et je dis, je vais continuer, quoi. Donc, on est parti encore avec mon frère, mais pas de moyens, quoi. Donc, Elf, Monsieur Guiter m'a donné un bon coup de main aussi. Et puis on a fait la saison. Bon, j'ai fait quelques résultats, mais bon, c'était pas la saison de trop, mais il n'aurait pas fallu que je la fasse, quoi. Oui, mais en même temps, attends, Thierry, 85, il y a 4 Yamaha d'usine, il y a au moins 2, sinon 3 Honda d'usine, il y a encore quelques Suzuki ex-usine qui vont très vite. Il y a Barichine encore. Non, pardon, il s'est arrêté l'année d'avant. Ouais. Mais il y a encore les il y a du beau monde. Hein. Ouais. Donc il y a au moins 8 ou 10 motos d'usine qui, a priori, avec des pilotes autrement plus, entre guillemets, aguerris que toi dans la catégorie, t'as quand même pas à rougir. Ne dis pas que c'est la saison de trop. Non, mais bon, c'était une belle expérience. Et là, je me suis rendu compte que y a des gars, je dis là, je sais pas faire ce qu'ils font, quoi. D'accord. Les Spencer, Lawson, je dis là, on peut me donner leur moto, je sais pas faire ce qu'ils font. Hein. D'accord. Autant il y a des pilotes, je dis bon, c'est pas si j'ai sa moto, je ferai mieux que lui, mais bon, je me dis, je peux peut-être faire quelque chose, mais ceux de devant là. Ouf. Alors, tu nous parles c'est la grande époque de la domination des pilotes américains, quoi. Ça avait vraiment quelque chose en plus. Ouais. La glisse, quoi. La glisse. Ça, on savait pas faire. Moi, dès que ça glissait un peu, c'était. Alors que eux l'utilisaient pour aller plus vite. Ouais, c'est leur formation, leur track, tout ça, quoi. Et donc, est-ce que le fait de te rendre compte de ça va influencer ce que tu décides de faire après ? Non, parce que après c'est budget, quoi. Puis bon, j'étais plus jeune, hein, c'était 87, je crois, donc. Ça faisait 10 ans que tu étais là, tu avais 33, 34 ans. Ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors j'ai fait un peu d'endurance, et puis Serge Rosset m'a appelé pour Spa, parce qu'il lui manquait 2 pilotes. Le pilote officiel qui restait, c'était Cornu, et il a demandé à De Radiguet s'il voulait faire les 24 heures de Spa. Et puis il dit à Didier, il dit, tu connais pas un 3e pilote là qui va bien? Il dit, prends Thierry. Et on s'est retrouvé à Spa avec la Kawa et on gagne. Quand même. Une victoire aux 24 heures de Spa. C'est pas négligeable. Tu avais d'ailleurs fait un petit peu d'endurance dans les années 70. Oui. Moi, c'était mon rêve de gosse, c'était de faire le bol d'or. Gagner le bol d'or, c'était un truc. Alors j'ai fait ça, et puis j'ai refait Spa avec la Honda. Pareil, Jean-Louis Guillaume m'a téléphoné en me disant il me manque un pilote, est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr. Bien sûr. Et après, j'ai fait le bol avec la YAM avec Christian Saron et Jacques Cornu. Et on était en tête, et encore à 2 ou 3 heures de la fin. Voilà. Et donc, à quel moment se fait la transition? Tu décides d'arrêter la compétition, et en fait, tu vas tout de suite aller travailler pour Dunlop, ou il y a Non, je fais une saison avec Christian Leliard et Eric De Seine, monte un team. D'accord. Avec des ex Suzuki. Et Benetton? Oui. D'accord. Donc Christian m'appelle en me disant, est-ce que tu veux rouler avec moi en endurance? Donc on a fait le championnat du monde d'endurance avec Eric De Seine et puis toute l'équipe là, et on fait 6 à Suzuka quand même. Et c'était aussi la fin de l'expérimentation de Eric De Seine sur toutes les premières retransmissions en direct qui avaient été initiées en 85 sur la 500 Chevalier. Ouais. Et c'est toi qui as fait ces essais de caméra embarquée pour la première fois. Voilà. Donc tu as quand même joué un rôle de défricheur dans un domaine qui n'était pas ordinaire, qui n'était pas strictement du pilotage entre nous. Frein carbone aussi. Frein carbone, oui, beaucoup avec de la développement 500. du frein carbone. Ça, c'était un truc magique, ça. C'était la 500, tu avais un disque de frein à l'avant avec une double pince de frein, tu avais l'impression d'avoir une 2,5, quoi. C'était génial. Avec un avant beaucoup plus léger. Hyper léger, plus de force gyroscopique, quoi. C'était, t'as l'impression d'avoir une 2,5, quoi. C'était génial.
Génial. Ouais. Et après cette saison d'endurance, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je téléphone à droite, à gauche, puis c'est des refus partout, quoi. Donc je dis là, je fais une saison à Blanc, donc avec Alain Chevalier, je suis dans le camion, je leur file un coup de main à droite, à gauche. Mais pas en tant que pilote. Non, Ouais, tout à comme fait. ça. Et puis voilà, puis après il faut tourner la page. Bon, et elle se tourne comment? Tu restes quand même dans la moto. Et je reste, je sais plus qui m'a appelé, mais chez Motorvue. Et Ah oui, tu as été faire, essayeur de... pour Ouais. faire un essai chez un essai comparatif chez Motorvue, et puis des 600 à l'époque. Et puis il me dit, t'écris un petit truc, donc j'ai écrit un truc, puis après ils m'ont proposé de faire plusieurs... j'étais pigiste, et j'ai fait 2 ans les essais, et j'ai fait 1 an de Grand Prix, de reportage de Grand Prix. Pour cette expérience de reporter, moi je suis pas journaliste, je suis pas... Et puis l'écriture, c'est pas mon truc non plus, mais ça a été une expérience extraordinaire. D'accord. Et puis, j'ai fait 3 ans donc chez Motorevue. Et Franck Bellin de chez Dunlop m'a contacté à une remise de prix de je sais pas quoi. Il me dit, tiens Thierry, si tu veux, j'ai un boulot pour toi. Oui, Franck Bellin, qui était le responsable technique Ouais, de Dunlop directeur en France. compétition, Directeur compétition Dunlop en France. Avec qui j'avais de très très bonnes relations, parce que je roulais toujours Dunlop, moi. Et il me dit, j'ai un boulot pour toi. Et je dis, bon, on en discute. Tu dis toujours. On en discute, et puis voilà, quoi. Je suis parti chez Dunlop, et j'ai fait toute ma carrière chez Dunlop. En fait, tu as un peu pris la place de Franck, d'ailleurs. Non. Ah non. Moi, j'étais Technicien. technicien, je m'occupais de la moto. Oui, remarque, Franck avait commencé comme technicien aussi avant de... Non, mais lui était directeur du marketing et de la Voilà, compétition moto-voiture. Il ça. était... Toi, tu as resté tout le temps technicien Dunlop, et c'était à ton tour de fournir les pneus, surveiller la fourniture des pneus aux autres pilotes, recueillir leurs impressions et faire évoluer les pneumatiques. Ouais, puis plus tout ce qui était administratif, quoi. Une deuxième vie motocycliste parfaitement dans la ligne de tout ce qui avait précédé. J'ai eu une vie géniale, moi. Voilà. Et tu étais toujours sur les circuits, toujours au contact des pilotes. Ouais, et puis pas aigri, parce que... On le voit en parlant avec toi, on voit que... Ouais, non, tout le monde me dit, comment tu fais pour aller sur les circuits comme ça et tout. Je dis, la vie est belle, hein. Ah oui, bien sûr. Moi, je souhaite à tout le monde de faire ce que j'ai fait, parce que c'est quand tu regardes derrière, tu fais waouh. Et donc là, on est en 2022, tu as pris une retraite bien méritée, comme on dit, quand je sais pas si c'est mérité ou pas, mais... Et si, elle est méritée. Elle est méritée. Donc, il y a combien de temps que tu as un peu décroché de tout ça? Ça fait 4 ans que je suis en retraite, et puis Patrick Lang, il y a 3 ans ici, me dit, tiens, tu veux pas emmener la moto bécane? Il y avait Julien Van Zeebroek qui était là. Patrick, il me dit, tu veux pas emmener la moto en grille de départ? Je dis, oh non, si, vas-y, emmène-la. Et là... T'as remis le doigt dedans, ou plutôt les fesses dessus, on devrait dire. Et c'est grâce à ça qu'on te voit au Coupe Moto Légende, et que les fanas peuvent venir te voir à des meetings classiques. Eh bien, écoute, toi Thierry, c'est une belle histoire. Merci de nous avoir raconté tout ça. Merci à toi. Et puis non, moi tu sais, je suis juste le témoin de tout ça. C'est vous, je le dis toujours, c'est vous qui faites les choses, c'est vous les pilotes. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas nous attribuer des mérites que nous n'avons pas. Merci Thierry, merci. Merci.